Aujourd'hui dans le podcast Conversation secrète. À bout de course de Sidney Lumet. A story of love, loyalty, and letting go. Running on Empty. Directed by Sidney Lumet. Hello Ismaël, j'espère que tout roule par chez toi. Tu sais, on avait évoqué ensemble la possibilité de faire une émission spéciale Sidney Lumet. Et c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur le réalisateur new-yorkais. De ses débuts à la télé, à son statut de cinéaste de gauche, en passant par son attachement à sa ville ou son questionnement de la morale, on aurait effectivement de quoi faire. Mais bon, l'été est là, on n'a peut-être pas le temps de revenir sur les 50 ans de carrière du réalisateur de Serpico ou de 12 hommes en colère. Mais par contre, je viens de revoir À bout de course et ça, faut vraiment qu'on en dise un petit mot. Sorti dans nos salles en 1988, Running on Empty, c'est son titre original, suit la famille Pope, contrainte de vivre dans la clandestinité depuis que les parents se sont rendus coupables d'un attentat à la bombe dans une usine de napalm. Les deux enfants, et surtout Danny, ici interprété par le lumineux River Phoenix, vivent assez mal cette vie de mensonge et de fuite. C'est ici l'une des questions du film. Les enfants doivent-ils subir et payer pour les actes de leurs parents ? Après une brillante ouverture, où la sobriété de Sidney Lumet nous dévoile les enjeux en quelques plans, le film accompagne une famille soudée, un groupe uni qui a appris à vivre en fuite et en marge de la société. On voit ainsi les membres de la famille Pope revêtir leurs nouvelles identités, jouer au caméléon, se colorer les cheveux et apprendre leurs nouveaux noms et prénoms pour mieux déjouer les enquêteurs du FBI. Le quotidien de Danny, le héros du film, sera donc fait de mensonges et de faux-semblants, l'adolescent devant se camoufler à un âge où l'on aime à s'affirmer. N'ayant pas connu la période contestataire de ses parents dans les années 70, ni le drame du Vietnam, Danny se retrouve à assumer un passé dont il est détaché. C'est ici le nœud du film, Ismaël. La vie de bohème des parents ne fait plus rêver personne, pas même eux. On est pleinement dans les années 80 et les idéaux de gauche ont du plomb dans l'aile. Danny, loin de toutes ces considérations, n'aspire qu'à une chose, la normalité. Et c'est un paradoxe pour le héros lumétien. On aura eu l'habitude, comme dans Serpico par exemple, de voir le personnage principal comme un marginal dont il faudrait suivre l'exemple et la morale. C'est déjà le cas dans un certain sens dans 12 hommes en colère. Ici les marginaux, les objecteurs de conscience ont perdu la partie, et Danny n'aspire qu'à une chose, vivre la vie et dans un idéal que ses parents ont toujours combattu. Hello Yann, c'est Ismaël. Écoute, je reviens vers toi suite à ton message sur À bout de course de Sidney Lumet. Écoute, quelle joie de revenir vers ce film que j'avais découvert en 2009, je crois, à l'occasion de sa ressortie en France. Je l'avais pas... j'étais trop jeune, je pense, et puis j'avais pas du tout vu à sa sortie en 88. Là, je l'ai revu ce matin. Alors, c'est vrai que, comment dire, c'est toujours très très fort de revoir ce film, sans doute pour des raisons, alors, des raisons intrinsèques au film, ça c'est sûr, mais aussi sans doute pour des raisons personnelles, parce qu'à chaque fois c'est automatique, ça me bouleverse. Alors, c'est pas parce que je suis bouleversé que le film est bon. Il y a plein de films plutôt nuls qui me bouleversent. Mais là, je suis bouleversé avec d'autant moins de culpabilité que je sens, je comprends, j'expérimente que c'est un bon film. C'est un grand film même. Et c'est une joie de revenir dessus. Je vois Ismaël qu'on partage un même amour sur ce film. Si moi je t'ai parlé de son côté politique et de sa vision pessimiste d'un idéal américain en voie d'extinction, toi tu retiens son côté plus sensible et, je suis d'accord, bouleversant. Mais maintenant tu es obligé de m'en dire plus. Qu'est-ce qui te fait dire que Running on Empty est un grand film ? Eh ben, excellente question. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Pourquoi c'est un grand film ? D'abord, ce que j'aime, c'est cette idée que Danny, donc le héros du film, interprété par River Phoenix, qui est vraiment extraordinaire dans le film, est pris dans la partition de vie de ses parents. Parce que si j'emploie le mot partition, c'est parce que c'est un film très musical, mais voilà, ses deux parents, c'est Annie Pope et Arthur Pope, interprété par Jude Hirsch, qui est un acteur que j'adore vraiment, qui est trop rare, et qu'on verra dans le prochain film de Spielberg, le prochain film autobiographique de Spielberg. Donc les parents de Danny, comme tu l'as dit, sont en cavale, ils jouent une fugue.
qu'ils ne composent plus tout à fait eux-mêmes d'ailleurs, hein, qu'ils subissent plus qu'autre chose. Alors le film commence justement par quelques notes de piano. La bande originale est composée par Tony Mottola. Elle est très belle. Euh, cette bande originale est travaillée de telle sorte qu'on la ressent en tant que spectateur comme une sorte de voix off finalement qui commente ce qu'on va voir, comme si Danny commentait par la musique même, ayant accédé à son statut de musicien, cet épisode de son enfance, cet épisode décisif de son enfance. Et c'est ce qui donne au film ce ton mélancolique et très fort, c'est-à-dire que la dimension du souvenir est induite par la bande originale. Mais disons que les premières notes donc, sont des notes de piano teintées de romantisme allemand, qui est la musique de chœur de Danny, on l'apprendra au cours du film. Donc hop, on rentre dans le souvenir, et puis hop, on rentre dans cette cavale, au début de cette cavale, donc on voit les bandes blanches de la route défiler de façon répétitive pour représenter la fuite dans laquelle est amené Danny par le biais de ses parents. Mais c'est aussi un rythme, et c'est ce rythme-là répétitif de la musique un peu de variété, rock, la musique populaire qu'écoutent ses parents, notamment son père, hein, qui aime beaucoup cette musique. Et on voit tout de suite que Danny est pris dans une partition, voilà, dans un rythme dans lequel il aimerait s'extraire pour lui écrire quelque chose, une musique qui lui serait plus propre, plus intime, plus individuelle, plus romantique. Donc il y a d'un côté les mécanismes, les habitudes, la routine de la fuite, et de l'autre cette volonté de bulle individuelle qui s'affirme. À un moment, il y a un cours de piano où un cours de musique où le prof de musique explique la différence entre Madonna et Beethoven. Madonna, c'est un rythme toujours répété. Donc il y a ce thème, donc le thème politique des gauchistes. Finalement qui ont été comme glacés dans leurs gestes. Leur geste les a condamnés à une éternelle adolescence. Comme frappés d'une malédiction, condamnés à une errance perpétuelle, un peu comme dans des récits mythologiques ou bibliques. Ils sont éternellement en cavale. Ils sont de ce fait-là aussi éternellement adolescents. Et donc il y a un peu cette idée d'inversion des rôles dans le film qui est très drôle, puisque c'est les enfants qui sont des adultes et les parents qui sont des enfants. Ils ne peuvent plus sortir des années 70. La guerre du Vietnam est terminée, mais non, ils ne peuvent plus sortir des années 70. Et c'est Danny, qui a 17 ans, donc River Phoenix, qui en vieillissant va finalement les faire évoluer. C'est eux les enfants, et c'est lui qui aura la charge de l'adulte. Finalement, et d'où cette inversion aussi musicale, la musique pop pour les parents et la musique classique pour le jeune homme. Bon, on verra que cette musique classique, il l'hérite secrètement de sa mère et de ses origines bourgeoises, car ce fils-là a deux origines sociales finalement. Une origine WASP très très riche, puisque sa mère est fille de grands patrons, et une origine juive communiste d'origine russe du côté de son père. Mais voilà, ce que j'aime dans ce film-là, c'est cette façon finalement d'écrire le film sur différents niveaux. Donc il y a le niveau de la musique, le niveau politique, mais il y a aussi le niveau de la parole, et ça c'est très très beau. C'est-à-dire qu'on voit souvent ce film en disant voilà, Danny doit apprendre à jouer en public son piano, mais il doit aussi apprendre à parler, parce que il y a aussi toute une dimension de la parole qui est très belle dans le film. Son père est un grand orateur d'une certaine façon, il a un charme fou quand il parle, et il y a une très belle scène quand Danny essaye de lui parler et d'être à son niveau de parole. Je reviendrai là-dessus, sur le jeu de Danny, le jeu incroyable de River Phoenix. Mais je citerai peut-être cette citation de Saul Bellow qui m'est venue en revoyant le film ce matin, c'est la vie, c'est apprendre à jouer du violon tout en ayant à donner un concert en même temps. Je trouve qu'il y a de ça dans Un bout de course.
Donc c'est un film qu'on peut prendre par la musique, par la parole, avec le père qui a une capacité oratoire, mais aussi par le jeu de Danny. Et Danny est incroyable. Un moment dans la chambre de l'amoureuse de Danny, Lorna, on voit Charlie Chaplin sur une porte. Et puis quand on ouvre la porte, il y a un poster de James Dean. Et bon, c'est pas évidemment innocent, c'est un programme pour le personnage de Danny, qui doit passer justement du muet, de cette musique muette qu'il pratique sur un clavier muet que lui a offert sa mère, donc avec ce côté burlesque, un peu maladroit, rêveur, rentré, secret, et puis cet adolescent romantique justement à la James Dean, qui lui et qui dit son mal-être, qui dit son désir, et qui défie le père, comme dans La Fureur de vivre. Donc voilà ce que je pourrais dire de ces quelques manières de prendre à bout de course, mais j'aimerais parler, si tu veux bien, après de deux scènes en particulier. Avant de te laisser poursuivre, Ismaël, une petite anecdote si tu le veux bien, qui, même si elle n'est pas essentielle, a peut-être le mérite d'éclairer l'intérêt qu'a Sidney Lumet de traiter du difficile héritage des parents aux enfants, car outre Running on Empty, on pense à Family Business ou même à son très noir dernier long métrage 7h58 ce samedi-là, où deux frères vont jusqu'à braquer la bijouterie de leurs parents pour mettre un terme à leurs propres problèmes d'argent. Le réalisateur aura en effet lui-même vu son aîné prendre rapidement le large et s'émanciper des idées progressistes de son père, se qualifiant dans un article écrit pour un journal conservateur de réactionnaire romantique et soutenant même le sénateur républicain et futur candidat à la présidentielle John McCain. On sait aujourd'hui que Sidney Lumet avait été profondément marqué par les choix de sa fille. Cette brève parenthèse refermée, je te laisse me parler de ces deux scènes que tu voulais me décrire. Il y a un point qui m'a marqué en revoyant le film ce matin, c'est la présence d'un Walkman. Annie, alors c'est des couples de gauchistes, donc il y a un truc très beau, ça c'est très chouette dans le film, c'est qu'il montre que famille, disons, dans le bricolage, la répartition des tâches, donc on voit Danny, interprété par River Phoenix, couper du bois, réparer son vélo, les cadeaux qui se font, c'est des objets qu'il trouve dans la nature, ou voilà, qu'il récupère un peu. Mais là, exception faite, évolution du caractère d'Annie, qui se range à l'idée que leur fils va devoir revenir au monde, un nouvel accouchement, revenir au monde. Elle lui offre à un moment un Walkman, qui est un objet très moderne à l'époque, hein. On est en 88, je crois que ça a été inventé en 79 par Sony, donc bon, là, tant que sa popularité arrive, voilà, c'était vraiment l'objet d'une époque. Et puis on verra aussi Lorna un moment avec un casque dans une scène importante. Voilà, il y a la musique populaire qu'on chante dans la cuisine. Donc c'est aussi, voilà, ce goût pour les choses réelles, faire la cuisine qui lui est donnée par son père, débarrasser, faire la vaisselle. Donc c'est ça, toutes ces choses concrètes, familiales, qui sont très belles dans le film. Hein. C'est vraiment ça qui donne la force du film. Hein. Alors, je vais revenir quand même sur cette scène qui se passe dans la cuisine, justement. Lors de l'anniversaire d'Annie, la radio est allumée, tout le monde se met à danser. Il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur cette scène, la façon dont elle est filmée, en légère plongée, tout ça. Sa chaleur déjà, c'est très rare de ressentir aussi fortement la chaleur d'une scène. Et c'est parce que finalement Sidney Lumet sait rester en retrait, hein, je le disais, avec ce léger surplomb de la caméra qui nous permet de voir non pas les personnages un par un avec des gros plans, mais justement la chaleur du collectif. Hein. Et donc il nous laisse voir, il laisse à chaque personnage le temps de faire son action en fonction de l'autre, si bien que quand un partenaire de danse dans cette scène de danse change de partenaire, c'est toute une histoire. Quand quelqu'un monte sur les épaules, en fait il y a une histoire de cette chorégraphie. Il y a une scène dans un film de
de Garrel, avec Monica Bellucci et Louis Garrel, qui est très belle comme ça, et qui laisse aussi souvent dans les films de Garrel d'ailleurs, hein, qui laisse le temps à la chorégraphie hein, de dire son histoire. Bon, il y a ça dans cette scène qui est incroyable de beauté et qu'on ne peut que recommander. Enfin voilà, rien que pour cette scène, il faut voir le film de Lumet, ça il faut le dire fortement. Mais je veux revenir sur la dernière scène également. Quand le père de Danny, qui est le dernier, après sa mère qui comprend assez vite, hein, qui fait le chemin assez vite vers le caractère inéluctable hein, de la libération de Danny hein, et qu'il doit réintégrer ce monde normal. Le fait que son fils réintègre le monde bourgeois est assez dur à avaler pour lui. Mais finalement, et jusqu'au bout, on croit qu'il va pas céder. Il donne rendez-vous à sa famille dans une fuite due au retour du FBI. Il donne rendez-vous à sa famille sur une aire de pique-nique. Danny, qui était toujours en avance, d'habitude c'est le sens de la première scène du film, hein, qui voyait le FBI avant tout le monde, arrive en retard là, parce qu'il est occupé par d'autres choses, les affaires de cœur, Lorna. Toute sa famille, Harry, Annie, sa maman, et Artie sont dans la voiture. Et là, sans même qu'il ait consulté Annie ou Harry, Artie dit « Non, mais tu vas rester là, Danny. On va partir sans toi. Et ne mets pas le vélo dans la voiture. On se reverra. Change le monde comme nous, on a essayé de le faire. » Et là, c'est extrêmement fort, extrêmement soudain. Le père allume le contact, la voiture démarre, et plutôt que reprendre sa route droite, sa fugue droite, avec son rythme dont on parlait tout à l'heure, il fait un cercle autour de Danny. Un cercle, deux peut-être même, autour de Danny, qui est un signe de complicité voilà, familiale, mais qui est aussi une embrassade, une danse, une façon de couronner son fils aussi. Il y a une scène où on les voit avec des couronnes. C'est un geste gratuit, complètement gratuit, mais qui dit beaucoup, mais qui dit aussi que cette flèche qu'on voyait au départ, cette ligne droite, a un sens dans la mesure où elle amène vers ce cœur qui est dessiné, enfin vers cet espace, vers cette bulle qui est qui est dessinée par la voiture. C'est-à-dire que cette flèche de départ n'a pas été lancée en vain, n'a pas été tirée en vain. Elle va vers elle aura au moins visé dans le mille du cœur de Danny. Donc il y a toute une dimension aussi presque géométrique qui est très belle. Et bon voilà, c'est le sens de la mise en scène de Sidney Lumet. Et voilà, c'est un film merveilleux. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made were empty. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find. You sure this is the Phillips kid? They didn't switch you with the hospital or anything, did they? I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I see fire and I see rain. Seen sunny days that I thought would never end. Seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd
might see you again. Ismaël, je n'ai pas résisté à l'envie de diffuser cette reprise familiale du morceau de James Taylor, qui n'est d'ailleurs pas sans faire penser, toute proportion gardée bien sûr, à une autre scène d'un film qu'on a chroniqué récemment, Les Passagers de la Nuit de Michael Hirst, qui utilise également la musique pop comme vecteur d'émotion et ciment familial. C'était un morceau de Joe Dassin. On a la variété qu'on peut. Je t'embrasse bien fort et on se retrouve effectivement pour de nouvelles aventures sur Conversation Secrète.